Lorsqu'il entendit les deux frères employer à plusieurs reprises le mot trigo dans leur argot estudiantin, Martin Eden n'hésita pas à demander « C'est quoi la trigo ?» La trigonométrie, dit Norman, est une forme supérieure de maths. Et c'est quoi le maths? Reprit-il, au grand amusement de Norman. Les mathématiques, l'arithmétique, lui répondit-on. Martin Eden hocha la tête, il venait d'avoir un aperçu d'un champ de connaissances apparemment illimité. Ce qu'il voyait devenait tangible. Son étonnement, son imagination visuelle donnaient l'une et l'autre les formes concrètes aux abstractions. Dans l'alchimie de son cerveau, la trigonométrie, les mathématiques et toute la science que ces mots recélaient étaient transmuées en autant de paysages. Il voyait des panoramas verdoyants et sylvestres, tantôt baignés d'une douce lumière, tantôt traversés d'éclairs. Les lointains disparaissaient dans un halo violet, mais il savait que derrière la brume, il y avait la splendeur de l'inconnu et l'appel du merveilleux. C'était pour lui comme un alcool. Là était l'aventure, un monde à conquérir avec la tête et les mains. Et l'idée de conquête fit aussitôt ressurgir dans sa conscience l'obscure pensée qui le hantait. La conquérir, la gagner, elle, cette pâle fleur de lys, assise à ses côtés. L'attitude d'Arthur, qui toute la soirée s'était évertué à faire ressortir son côté sauvage, jetait une ombre sur cette vision chatoyante. Mais Martin Eden n'avait pas oublié sa résolution, il ne se cachait plus, il redevint lui-même et se plut à brosser un tableau réaliste de sa vie devant son auditoire. Il avait été membre de l'équipage de la goélette de contrebandier Alcyon quand elle avait été arraisonnée par les gardes-côtes. Revivant la scène en conteur inspiré, il leur peignit les flots déchaînés, les hommes et les navires, avec une telle puissance d'évocation qu'ils finirent par voir de leurs propres yeux ce qu'ils avaient vu. Il choisissait les détails avec une habileté d'artiste, esquissant de grandes fresques enflammées, pleines de vie et de couleurs, qu'il animait avec tant de ferveur que ses auditeurs voguaient avec lui sur la vague de son éloquence et de son enthousiasme. Et par moments, la crudité de son récit et de son vocabulaire les choquait. Mais la beauté faisait toujours suite à la violence et l'humour au drame, grâce à ses commentaires sur les étranges réactions et les bizarreries de caractère des marins. La jeune fille le regardait avec des yeux ébahis. Elle se chauffait à son feu comme si elle se fût soudain réveillée d'un long hiver. Elle avait envie de se pencher vers cet homme brûlant comme un volcan en éruption, débordant de force, de robustesse et de santé. Elle ne se retenait qu'au prix d'un énorme effort et à cause d'une pulsion contraire qui l'incitait à se détourner de lui. Elle était rebutée par ses mains lacérées et calleuses qui semblaient porter, gravées dans leur chair, toutes les souillures de la vie, par cette rougeur près du col de chemise, par ses muscles saillants. Sa rudesse l'effrayait et chaque écart de langage était une offense pour ses oreilles, chaque épisode tourmenté de sa vie une offense pour son âme. Cependant, l'attirance persistait. Était-il un démon pour exercer un tel pouvoir sur elle? Tout ce qu'elle avait cru fermement établi dans son esprit vacillait. Ses aventures romanesques défiaient les convenances. Devant son insouciante audace et son rire facile, la vie n'était plus un cortège de travaux et de peines, mais un jeu aux règles changeantes que les joueurs enfreignaient et réinventaient selon leur humeur. « Eh bien, joue donc !» lui soufflait une voix intérieure. « Penche-toi vers lui, si c'est ça que tu veux, et pose tes deux mains sur son cou. » Son impudence faillit lui arracher un cri, et elle tenta vainement de se raccrocher aux valeurs de sa classe, d'opposer tout ce qu'elle était à tout ce qu'il n'était pas. Un bref regard alentour lui montra que les autres étaient captivés par le récit, et elle eût été ébranlée de les voir ainsi envoûtés si elle n'eût perçu de l'horreur dans les yeux de sa mère. Une horreur pleine de fascination, certes, mais de l'horreur néanmoins. Cet homme surgi des ombres du dehors était le mal. Sa mère l'avait deviné, sa mère avait raison. Elle s'était toujours fiée au jugement de sa mère, et elle s'y fierait encore. La flamme de l'étranger était beaucoup moins brûlante, et il lui faisait déjà beaucoup moins peur. Plus tard, au piano,
Elle joua pour lui et contre lui avec agressivité, pour qu'il mesurât bien l'étendue du gouffre qui les séparait. Sa musique était un gourdin qu'elle faisait tourner au-dessus de sa tête. Il en fut tout estourbi, mais la menace le stimulait. Il la contemplait avec stupeur. Dans son esprit aussi, le gouffre s'élargissait, mais plus il devenait infranchissable, plus son ambition le poussait à le franchir. Il était toutefois d'une sensibilité trop complexe pour rester béatement assis devant un abîme toute une soirée, surtout lorsqu'il entendait de la musique. Il était extrêmement réceptif à la musique. C'était un alcool fort qui embrasait ses sens, une drogue qui emportait son imagination à travers les nuées, loin des mondes sordides, qui inondait son âme de beauté et lui donnait des ailes. Il ne comprenait pas la musique qu'elle jouait. Jusqu'alors, il n'avait entendu que des pianos de bastringue et des orphéons braillards, mais il savait, pour l'avoir lu, que de telles musiques existaient. Chaque fois qu'il croyait avoir saisi une ligne mélodique, elle se dissolvait en une suite chaotique de notes sans signification qui le faisaient redescendre brusquement sur terre. Un moment, il se demanda même s'il n'y avait pas dans tout cela une rebuffade délibérée, et devinant l'hostilité qu'elle mettait dans son jeu, il tenta de déchiffrer le message que ses mains dictaient au clavier. Puis, balayant ses soupçons qu'il jugeait indignes, il se laissa bercer par la musique sans arrière-pensée. Il fut bientôt gagné par le charme. Ses pieds ne touchaient plus terre, sa chair devenait esprit. La pièce disparut, il s'envola vers un autre monde où le connu et l'inconnu se mêlaient à la féerie et à son imaginaire. Il pénétra dans des ports baignés de soleil, coudoya les indigènes qu'aucun autre homme n'avait jamais vus, visitant des souks tout imprégnés d'odeurs qui lui rappelaient ces nuits chaudes à bord des navires chargés d'épices, longea les comptoirs du sud-est dans la torpeur des tropiques sur une mer turquoise émaillée de récifs de madrépores. Les images défilaient à la vitesse de ses pensées, et tantôt, chevauchant un bronco, il galopait à travers le désert bariolé de l'Arizona, tantôt juché sur une hauteur, il contemplait le blanc sépulcre de la vallée de la mort qui miroitait sous la chaleur, ou bien il ramait sur un océan glacial entre deux grands icebergs qui scintillaient au soleil. C'était plus qu'une simple sensation, c'était des formes et des couleurs qui, par magie, donnaient une réalité objective et sublime aux audaces de son imagination. Le passé, le présent, le futur se mélangeaient. Il allait parcourant le vaste monde en quête de grandes aventures et de nobles actions pour elle, et avec elle, gagnant son cœur, la serrant dans ses bras, il survolait l'immensité de son royaume imaginaire. Et elle, qui l'épiait par-dessus son épaule, vit quelque chose de tout cela sur son visage. C'était un visage transfiguré, avec de grands yeux brillants perdus dans l'au-delà, qui semblait apercevoir à travers le rideau des notes, la source de vie où s'abreuvaient les fantômes de l'esprit. Elle était médusée. Le rustre empoté avait disparu. Ses vêtements mal coupés, ses mains écorchées, son visage brûlé de soleil étaient comme une cage emprisonnant une grande âme bâillonnée par une aphasie maladive. Cela ne dura qu'un instant. Une lubie passagère qui la fit sourire lorsque, décilée, elle vit reparaître le rustre. Mais cette vision fugitive avait produit sur elle une impression durable, et quand vint pour lui le moment de prendre congé, elle lui prêta le livre de Swinburne et un autre de Browning. Elle étudiait Browning dans un de ses cours d'anglais. Lorsqu'elle le vit rougir en bredouillant des remerciements comme un petit garçon, un élan de pitié maternelle monta en elle. Elle oublia le rustre, la grande âme emprisonnée, l'homme dont la virilité l'avait entroubée, pour ne plus voir qu'un grand enfant qui lui tendait une main calleuse et rêche comme un grattoir, en balbutiant. La plus belle soirée de ma vie, vous savez, je ne suis pas habituée aux choses. Il regarda autour de lui comme une âme en peine. Aux gens et aux maisons comme ça, c'est nouveau pour moi, ça me plaît bien. J'espère que vous reviendrez, dit-elle. Il mit sa casquette, battit en retraite, tout confus, et disparut.
Eh bien, comment l'as-tu trouvé demanda Arthur. Très intéressant, répondit-elle. Une bouffée d'ozone. Quel âge a-t-il? 20 ans, presque 21, je lui ai demandé cet après-midi, je ne pensais pas qu'il fût si jeune. Et j'ai 3 ans de plus que lui, songea-t-elle, en embrassant ses frères pour leur souhaiter bonne nuit.